N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Liberté. Le Conseil critique ce matin sur le rapport de la Banque de France sur le franc CFA, le Togo dans une situation de risque accru de surendettement total. Et puis le dernier virage, la législative, le journal en parle, de l'électricité dans l'air et du tumulte à l'horizon. Le plan de Fort Gnassingbé ici, c'est ce que le confrère Liberté écrit ce matin. Il y a aussi le journal La Dépêche. La Dépêche qui revient sur la crise politique togolaise, la feuille de route de la CEDEAO a buté là où tous les autres dialogues ont échoué, écrit le confrère. Le journal qui revient également sur la conférence de presse de l'Union des forces de changement. À Blodé n'est pas une idéologie de guerre, écrit notre confrère, comme pour citer le responsable de l'Union des forces de changement. Il y a bien d'autres journaux également qui sont dans le kiosque. Vous pouvez trouver le Messager. Outre le Messager, il y a la Manchette. Il y a également l'Audience qui est dans le kiosque ce matin. Et puis il y a le journal Fraternité. Alors, avant de revenir sur la question politique, nous allons parler de la presse togolaise. Il est de bon ton que nous nous intéressons à nous quand même. Alors, je vais commencer par vous, Olivier Adja. Les Chitos, ça a démarré ici à Sokodé aujourd'hui. C'est un événement grandiose. On est à la 5e édition. Oui, absolument. Je crois que c'est d'abord historique et inédit, puisque c'est pour la première fois que les journées portes ouvertes sont délocalisées vers une ville de l'intérieur du pays. Et Sokodé doit se sentir, et en tout cas très considéré par la presse togolaise qui a choisi donc de poser ses valisions dans cette magnifique ville pour au moins 3 jours. Nous allons communier avec nos populations, ou du moins ceux qui sont nos lecteurs, nos auditeurs et ceux qui aussi donc consomment nos produits. Et puis nous allons essayer de faire aussi le bilan du travail au cours de l'année et réfléchir aux défis auxquels la presse est confrontée. Les défis sont énormes quand même, il faut les relever aujourd'hui avec la presse qui a des difficultés. On va revenir tout à l'heure sur quelques éléments. Ambroise Pondio, aujourd'hui qu'il y a. Oui, je pense que la question est pertinente. Est-ce que la presse se porte mieux? Je ne sais pas dans quel sens, mais en termes économiques, je crois que la presse va très mal. Maintenant, sur le plan institutionnel, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir rendre la liberté acquis de droit dans la presse. Et je crois fondamentalement que la loi qui dépénalise les délits de presse est une avancée notable dans la sous-région. Et nous ne devons jamais laisser, je dis bien, les journalistes ne doivent jamais laisser cette loi partir. Parce que c'est une lutte permanente, c'est un combat permanent. Nous devons tout faire pour sauvegarder cette loi pour les générations futures. Maintenant, quand je parlais des raisons économiques, ça aussi, ça a son point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, on finance la presse à 2 milliards de francs et que nous soyons à quelques encablures de 100 millions. C'est inadmissible. Donc, je crois fondamentalement que le gouvernement doit savoir que la presse est un outil de développement. Et à ce titre, doit fondamentalement financer la presse pour rehausser l'image du pays à travers les médias et reconstruire ce qui a reconstruit, parce que tout est pratiquement à terre. Vous avez le sentiment aujourd'hui que tout est fait au sommet de l'État pour que les populations ne soient pas suffisamment éclairées sur l'avenir de cette nation? Moi, quand on la finance pas, la presse, oui, il doit avoir un objectif derrière. C'est vrai que c'est des entreprises de presse qui doivent s'autofinancer, mais dans un pays au monde, à quelques exceptions près, les États financent les médias pour participer au développement du pays. Et par principe, la presse qui est un outil de gauche, qui doit critiquer le pouvoir et certainement proposer des choses pour faire avancer le pays. Au Togo, il y a comme l'impression qu'il y a une certaine caporalisation. On est en train de vouloir ramener la presse à la droite pour pouvoir faire un chemin. Alors que la presse devait dissuyer la voie au gouvernement pour pouvoir mieux faire.
on ne peut pas danser s'apprécier à la fois. Et si la presse est à gauche, le pouvoir est à droite, on fait le juste milieu pour pouvoir faire avancer les choses. Et là, on va imiter les autres pays en développement et qui sont dans la démocratie. On va revenir tout à l'heure sur quelques aspects d'ailleurs sur le thème de cette 5e journée porte ouverte de la presse. Journalisme, nouveaux médias et liberté d'expression. On a quand même retenu à l'ouverture de cette journée porte ouverte tout à l'heure où le représentant du préfet évoquait un nouveau type de citoyen. Alors pour avoir un nouveau type de citoyen, il faut forcément que la presse soit financée par devers tout pour pouvoir avoir quand même des informations fiables et donc avoir un nouveau type de citoyen moderne qui quand même émerge ou sort la tête de l'eau. Alors Joseph Gada, le président du CONAP, Wariviaou, tout à l'heure évoquait donc la promotion de l'image même de la presse. Elle est très importante, l'opportunité de s'engager véritablement, découvrir le métier de journaliste. C'est ce qu'on est en train de faire à peu près ici avec ce public charmant qui est là. Alors, au-delà de ça, que fait CONAP pour pouvoir rehausser l'image de la presse? Ambroise Bonjo parle de finances. L'État ne finance pas suffisamment la presse. Est-ce qu'au niveau du CONAP, tout est fait pour contraindre, dans une certaine mesure, l'État à s'intéresser véritablement à la presse congolaise? Moi, je pense que le CONAP n'est pas la seule organisation de presse au Togo. Elle semble s'imposer. Elle semble s'imposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la majorité des patrons de presse avec nous. Mais au-delà de tout, il y a d'autres organisations. Nous avons le PP, le PPT, nous avons les PNJ, nous avons Piratel. Donc, vous voyez, les déficits aussi également. Donc, c'est un ensemble d'organisations qui doivent se réunir pour pouvoir repenser d'une autre manière la presse congolaise. Vous savez qu'aussi aujourd'hui, nous sommes divisés. L'État, quel qu'en soit le gouvernement, son objectif, bon, je vois dire c'est diviser quand même la presse, mais puisque la presse est divisée, c'est une voie médiane pour le gouvernement. Pour l'ennemi de s'infiltrer, comme l'ancien avait dit. De continuer les objectifs adéquats quand même de la presse. Aujourd'hui, vous avez vu, quand on était aux États-Unis de la presse, l'une des recommandations, c'est que nous arrivons à une fusion des organisations de la presse pour que nous puissions défendre d'une seule manière nos revendications. Et jusqu'à présent, depuis des années, on n'a pas pu réussir quand même à s'entendre aujourd'hui. Ce qui fait que bon nombre de nos revendications sont toujours laissées sur les carreaux. Et le gouvernement nous regarde, nous regardons le gouvernement. Tout à l'heure, on vient de parler du financement de la presse. Jusqu'à présent, quand vous voyez le financement de la presse dans les pays limitrophes, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas aujourd'hui comparer la presse congolaise à la presse béninoise à la presse sénégalaise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens ont compris que c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc, je pense que voilà l'un des défis. Et nous entrons dans les jours à venir. Également, après le financement, je pense qu'on a besoin aussi de la formation, du renforcement des capacités. C'est très important. Des journalistes. Des journalistes. Une presse qui ne se forme pas médiocre. Je ne veux pas dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des institutions, nous avons même des projets du gouvernement qui permettent quand même aux journalistes de se former. Mais je pense au-delà de tout, et les patrons de presse, et même les journalistes, nous devons nous entendre pour quel type de formation voulons-nous avoir pour avoir une presse épanouie. Excusez-moi. Le président m'a impressionné tout à l'heure lors de son discours. Il a dit beaucoup de choses. Et d'abord, les journées de porte ouverte à l'intérieur du pays, ça a été une promesse de campagne. Au moins, il y a un qui tient quand même à sa promesse. C'est quand même intéressant. Et voilà, c'est pour ça que son nom est resté dans la tête. Seigneur, Tchakala. Vous voyez? Moi, je crois que depuis que le nouveau a pris ses fonctions, il y a de grandes choses qui sont en train de se réaliser. Et c'était un peu surréaliste de dire qu'on est en train de délocaliser les JPO à l'intérieur du pays parce que ça induit des coûts énormes. Mais ils ont tenu à respecter les engagements pris et aujourd'hui nous sommes à ce côté où nous sommes venus fêter la presse avec les populations de l'intérieur. Souvent, on écoute les émissions, on voit certains présentateurs de radio et tout ça, là, mais on ne les voit pas comme ça, on ne met pas
un visage sur les noms de ces présentateurs et de ces journalistes-là. Mais aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes venus célébrer une certaine symbiose entre nous, hommes de médias, et les populations. Nous sommes aussi venus créer cette symbiose-là entre nous et les populations. Mais il y a de grands défis qui nous attendent, au-delà de tout ce que nous avions eu comme parcours passé. Et je crois que l'avenir nous réserve encore de très grandes choses, à condition que nous-mêmes, nous remettions en cause. Il faudrait que nous fédérions les énergies pour que la presse soit unie, pour qu'elle puisse faire face aux grands défis. Si nous sommes divisés, ça fera l'affaire de ceux-là qui ne voudront jamais voir cette presse-là parler d'une seule et même voix. Donc, on a de grands défis. Nous avons toujours parlé des politiques, nous avons parlé de certaines questions, mais ce qui est essentiel, c'est nous-mêmes, notre vie. Comment est-ce que la presse peut atteindre un certain niveau? Comment est-ce que la presse peut se professionnaliser? Donc, aujourd'hui, je crois que la trêve doit se faire pendant ces journées portes ouvertes pour que nous parlions beaucoup plus de nous-mêmes, des difficultés que nous éprouvions, des problèmes que nous connaissions dans l'exercice de notre profession et comment faire en sorte. Souvent, c'est très facile. Au nombre de ces problèmes, tout à l'heure, Ambroise évoquait le financement de la presse togolaise. Les problèmes financiers, il est inconcevable que les annonceurs qui se comptent du bout des doigts choisissent certains pour le faire. Alors que si nous sommes unis, on peut défendre notre chapelle commune, telle la presse. Peu importe qu'elle soit de telle couleur, qu'elle soit de tel bord, mais nous avions tous la même idée à défendre, c'est-à-dire rendre les journalistes d'abord professionnels, que nous vivions aussi de notre profession. Donc, quand on dit qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, l'aide de l'État à la presse est de 4 milliards et qu'on est en train de bousculer du côté d'Abidjan pour que cette aide-là aille à 5 milliards. Quand on va du côté de nos voisins de l'Est, où ça fait déjà beaucoup de milliards là-bas aussi, nous sommes à 100 millions. Ça veut dire que nous ne nous efforçons pas à mettre la pression maximale sur les autorités pour que les lignes bougent. Mais il y a quand même des choses qu'on oppose. Quand vous tenez ce genre de discours, vous êtes quand même une entreprise de presse. Vous n'allez quand même pas demander à l'État togolais de venir financer votre entreprise que vous avez créée librement. Mais vous n'allez pas dire que c'est l'État qui donne les récépissés, les autorisations en Côte d'Ivoire et au Bénin quand l'État entreprend de monter cette aide-là à plusieurs milliards de francs. Donc nous n'allons pas nous dire que nous avons créé notre entreprise, mais nous sommes d'abord en train de gérer une situation en interne. Notre devoir, il est civique, il est citoyen. Donc tout ce que nous faisons, c'est un grand profit. Donc quand l'État vient laisser cette presse dans cet état de précarité absolue, je crois que ça constitue même une menace pour son même État. Maintenant, si ailleurs on estime qu'il faut affamer l'État, il faut lui priver du juste essentiel, je crois que le revers, c'est l'État même qui le prendra en pleine face. Donc, si aujourd'hui une presse médiocre, une presse qui doit courir derrière quelques pécadilles pour sa survie, je crois que c'est une presse qui devient dangereuse. Donc, elle est prête à tout faire. Elle se met dans la posture de cette presse kamikaze qui est prête à tout pour s'assurer, pour s'assumer. Bon, en tout cas, nous n'aurons pas de presse kamikaze au Togo. Nous sommes quand même, comment on va dire, nous sommes des gens qui sont respectueux quand même de notre pays. Aussi, d'abord, je vous donnerai la parole ensuite à Ambroise Pondio. La presse. L'autre défi de la presse, c'est les nouveaux médias. Est-ce que la presse classique est appelée à disparaître? Non, c'est ce que en tout cas, les grands analystes nous disent, mais je crois que la presse traditionnelle telle qu'on la connaît n'est pas appelée à disparaître, elle est appelée à connaître des mutations. Et ces mutations arrivent. Vous pouvez avoir la radio en FM, comme donc la radio en ligne. Vous pouvez aussi avoir la télévision. Et si la télévision qui se transforme aussi aujourd'hui en ligne. Donc, et la presse en ligne, elle existe, elle est en vogue, mais je ne crois pas que la presse traditionnelle va disparaître à cause de cela. Et vous faites bien de poser la question parce que j'ai l'impression donc que parmi nos confrères de la presse traditionnelle, on a cette peur, donc cette hantise que les nouveaux médias arrivent pour prendre leur place. Et parfois, vous gérez un média en ligne. On n'arrive pas à faire de la place à ces nouveaux médias.
on fait des coudes pour bien occuper la place qu'on avait déjà. Et on a beaucoup peur, surtout quand on parle de l'aide de l'État à la presse aujourd'hui. Le débat est là. Et la presse traditionnelle a peur que ces nouveaux médias viennent envahir cette cagnotte-là et minimise ou du moins diminue son importance. Mais je crois qu'il y a un travail quand même qui se fait avec la HAC et les autorités en place pour trouver donc une formule qui puisse arranger tout le monde. Mais j'aimerais quand même faire, en tout cas, approcher à la question que nous débattions au départ et dire que notre presse aujourd'hui est confrontée réellement à des difficultés. Et ces difficultés ont des noms. C'est d'abord le manque de confraternité. Et vous pouvez comprendre, devant un intérêt, les journalistes sont prêts donc à se manger tout cru, à se tuer, à cause peut-être de 50 000 ou de 100 000. Ça, nous le vivons chaque jour. Mais aussi, il y a donc cette affaire où on est habitué à des coups bas et pour des pécadilles, un journaliste, un confrère est prêt donc à vous descendre devant une autorité, devant donc quelqu'un qui pourrait vous solliciter. J'aimerais aussi mettre l'accent sur le fait que nous avons trop d'intérêts antagonistes et égoïstes. Nous sommes devenus parfois des porte-parole des formations politiques, si bien que chacun défend parfois la couleur d'une chapelle politique. Alors que la presse en réalité n'est pas appelée à être activiste ni artisan donc de politique, mais plutôt à apporter la bonne. Excusez-moi, mais la presse est un travail citoyen. Alors, face à une situation donnée, la presse peut prendre position. On n'a rien de... Absolument. Contre une chapelle politique. Donc, il faut faire la différence entre prendre position et être le porte-parole, en tout cas, d'une chapelle politique. Et parfois, on a même l'impression que nous, les journalistes, certains, nous sommes devenus des activistes politiques carrément parce que nous parlons, nous appelons les populations, par exemple, à descendre dans la rue, à faire ci, à faire ça, ou à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Et on ressent plutôt donc à des activistes politiques ou à des responsables politiques. Et je sais que ce que je dis, mes confrères qui sont là, peuvent donc le reconnaître. Je ne dis pas que c'est toute la presse togolaise qui a cette image-là, mais quand même, il faut mettre l'accent sur cela et proposer des solutions. La première solution, c'est que nous retournions à l'union sacrée que cette presse avait à ses débuts. Parce que lorsque l'intérêt de la presse est en jeu, nous devons trouver une presse unie autour de son intérêt. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même quand bien même la presse a des difficultés, il y en a qui défendent et voilà donc des intérêts contraires à ceux de la presse. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Adia. Ambroise Pondio maintenant, sur les difficultés de la presse. Oui, d'abord je voudrais revenir sur la question du financement. Je crois que si le gouvernement ne met pas le paquet pour aider la presse à contribuer au développement de ce pays, je disais que si le gouvernement ne met pas les moyens conséquents pour aider la presse à se développer, c'est fait sciemment, à mon sens. Parce que vous aurez les moyens. Le risque, c'est que nous nous rendions. Oui, mais nous, on ne va pas réduire le problème. Excusez-moi, Ambroise. Nous n'allons pas réduire le problème de la presse togolaise au financement de cette presse. Je suis désolé. Je l'ai déjà dit. Tout est lié à ça. Le Togo n'est pas dans une bulle. Le Togo est dans le Conseil des Nations. Et il faut copier les bonnes choses qui se font ailleurs. Quelqu'un l'a dit. En Côte d'Ivoire, c'est 5 milliards bientôt. Le Togo est à 100 millions. Ça ne fait même pas une goutte de ce qui se produit en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire en réalité que d'abord, nous-mêmes, nous devons être conscients de notre métier. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Nous n'allons pas laisser le gouvernement nous contingenter. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Ne nous laissons pas contingenter par le gouvernement. Nous sommes certes, nous voulons être une presse indépendante. Mais restons nous-mêmes, au fond. Oui, ça suppose quoi, Ambroise? Ça suppose que, tel que Olivier l'a dit, certains se prêtent au jeu d'une certaine chapelle politique. Olivier l'a dit. Et au gré et aux humeurs des intérêts. C'est vrai, un article, et que vous êtes appelé notamment la nuit, ou respecter la typologie, pour prendre tel million pour pouvoir telle chose.
c'est difficile de refuser le million. Mais quand vous remontez en vous-même, vous comprendrez que ce que vous publiez ne fait pas l'équilibre des choses. Aujourd'hui, moi, je pense que quand vous défendez la publication des informations vraies et qui sont exactes, puisque les faits sont têtus, rentrez dans le fond de vous-même, défendez une conviction, et je parle toujours de la gauche. Parce que la gauche ne veut pas dire forcément ceux qui sont contre le pouvoir. Mais la gauche, c'est ceux-là qui ramènent le pouvoir à rentrer dans le sillage d'un bon développement. C'est mon sens. Vous allez aux États-Unis, les New York Times, les Washington Post, c'est les journaux qui prennent position à un moment donné sur la vie politique aux États-Unis. Le Togo ne sera pas l'exception à cette règle-là. Donc, au demeurant, si on suppose que le journaliste togolais doit fonctionner comme les autres pays occidentaux, donc restons dans le sillage-là. Et je dis, je répète, alors donc, vous refusez ce procès-là qu'on vous fait habituellement. Moi, je suis toujours dans le journal de combat. Comment? Je suis toujours dans le journal de combat. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'en sortir justement? Non, les gens font une journalisme de combat. Il semble qu'on a dépassé ça. Non, allez en France, il y en a toujours en France. BFM TV, le Canard enchaîné, tout ça là sont toujours dans le combat. C'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Moi, je ne combats pas le gouvernement, je ne combats pas Franck Gnassingbé parce qu'il est président. Je peux combattre Franck Gnassingbé parce qu'il veut faire un 4e mandat. Ça, c'est sûr. Mais ce qui se fait ailleurs, il faut avoir le courage de le dire. Et je le répète. Mais des journaux sortent des choses que vous lisez, même le journal, mon journal, The Guardian, au Royaume-Uni, The Guardian sort des choses du trou, vous lisez, vous tombez de lui. C'est pour participer au développement du Royaume-Uni. Au Togo aussi, essayons de le faire. Laissons les milliers, laissons l'argent. Tu prends l'argent, si tu veux prendre, mais tu laisses toi-même et tu publies les faits, parce que les faits sont têtus. Merci beaucoup, Ambroise Ponjo. Oui, Joseph Gada. Non, cette question, elle revient. C'est une question fondamentale. Ça veut dire, bon, c'est vrai, on ne peut pas être une presse de combat, mais plutôt une presse citoyenne. Une presse qui dit la vérité. Dit la vérité au moment de dire la vérité, et une presse qui dénonce au moment aussi de dénoncer. Il y a une période pour dénoncer, il y a une autre pour ne pas dénoncer, même si les faits sont têtus. Mais je pense que ça fait partie même des difficultés de la presse. Et je l'ai toujours remarqué, à tout moment que nous parlons des difficultés que la presse togolaise rencontre. La presse togolaise par exemple, n'a pas l'assistance de l'appareil judiciaire. Comment est-ce que vous avez une presse que vous voulez citoyenne, mais quand la presse dénonce des faits de la société, l'appareil judiciaire n'est pas capable de l'accompagner? C'est pas possible. Vous avez vu... Ne serait-ce que pour vérifier d'abord. Non, on peut ne serait-ce que accompagner. Oui, vous avez vu des problèmes de détournement. La presse a signalé beaucoup de choses. La presse a fait sortir des dossiers par rapport à des routes qui n'ont pas été construites, à des détournements de fonds de deniers publics. Mais depuis là, est-ce que vous avez vu l'assistance de l'appareil judiciaire à la presse, juste pour dire, mais, ma chère frère, ce que vous avez fait sortir, tel dossier, est-ce que c'est concret? Rien depuis là. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, pour les journalistes de France, on se dit, mais à quoi ça sert d'aller faire encore dénoncer un fait si d'abord les dictateurs, ou bien les victimes ne sont même pas poursuivis? Vous voyez déjà, donc c'est un fait qui dérange aujourd'hui la presse. Je dis, à partir de cette journée porte ouverte, nous continuons toujours pas à appeler, par exemple, le ministère, le ministre en charge de la justice, d'accompagner la presse. Nous, on ne veut rien. Tout ce que nous voulons, c'est qu'au demain, par exemple, quand on parle d'impunité économique, par exemple, je pense que la presse a un grand rôle à jouer dans la corruption. La presse a un grand rôle à jouer. Mais lorsqu'on laisse la presse par terre et on laisse ceux qui sont les intéressés même, des fois, vous ne pouvez pas imaginer que ces intéressés même montent certains journaux contre d'autres journaux. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'ai dit que c'est très important aujourd'hui. Oui, ça revient à ce que Olivier disait, la confraternité qui a fini par fuir la presse. Et deuxième remarque, c'est au niveau de la publicité. Vous ne pouvez pas avoir une presse qui ne dit pas de la publicité. C'est pas possible. Mais au Togo, c'est ça. Vous allez voir des presses qui sortent, qui n'ont aucune publicité. Moi, personnellement, je me demande comment ces patrons de presse arrivent à suivre. Apparemment, vous pouvez voir aussi d'autres journaux
C'est orné de publicité. Alors vous vous demandez, mais c'est quoi, quel est, c'est pas, c'est difficile. Moi, par exemple, j'ai jamais un journal économique. Vous n'avez pas de publicité. Malgré tout ce que vous envoyez, comment est-ce que je suis politique, mais je dis, il y a plusieurs qui sont dans le cas. Des fois, parce que ça vaut pas la peine de le dire, mais vous êtes obligé d'aller faire d'octroyer des crédits auprès des institutions financières pour apparaître. Pour financer votre journal. Pour pouvoir financer votre journal. Tout le temps, sachant peut-être que, ou bien en ayant l'espoir que peut-être qu'il y aura des publicités qui vont sortir et que vous pouvez quand même aller payer. Donc voilà des éléments qui font dire aujourd'hui que la presse togolaise souffre. Merci beaucoup, Joseph Gada. Vendredi, avec les autres confrères, nous reviendrons sur la problématique même des nouveaux médias qui, c'est réel que c'est un atout, mais aussi c'est un danger, on le voit avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les WhatsApp, le Facebook et d'autres, les informations qui circulent, qui ne sont pas forcément toutes vraies. On va en parler vendredi. Je suis la difficulté de chacun et on finit là-dessus, on parle politique. Les difficultés, je crois qu'Olivier a dit quelque chose de très sensible. Il s'agit de la confraternité. Elle n'existe pas cette confraternité. Chacun fait comme bon lui semble. Il y a des chapelles qui se créent, alors que nous sommes d'une même secte entre Christ. C'est-à-dire que nous sommes tenus de nous souder les coudes. Nous sommes tenus de nous serrer les mains pour défendre quelque chose de commun, quelque chose de vital. Mais au Togo, vous voyez, c'est la presse, c'est telle structure qui mène la guerre à telle autre, ainsi de suite, et on est divisé. Certaines fois, d'autres font des choses par ici, et quand ils voient d'autres n'étant pas de leur association venir vers eux, ils font l'amour. Donc, je crois que dans ces conditions, le pouvoir public ne peut pas se frotter les mains à partir du moment où eux-mêmes ils sont divisés. On ne peut que demander cela. Donc, ils ne peuvent pas demander ce qu'il faut pour qu'ils vivent de leur presse, pour qu'ils puissent exercer en toute liberté de façon normale, à partir du moment où même eux-mêmes ils se font la guerre en interne. Maintenant, s'agissant du journalisme de combat, c'est une expression galvaudée. À partir du moment où, avant que le journaliste ne soit homme de médias, il a après tout un citoyen qui vit les mêmes réalités que le paysan, qui vit les mêmes réalités que le policier, qui vit les mêmes réalités que les élèves et étudiants. Donc, on est obligé, peu importe qu'on soit journaliste, de vivre certaines réalités, de dénoncer ce que nous-mêmes nous vivons. D'abord, donc dire qu'on a le journaliste de combat est dépassé, je crois que c'est tout faux. À partir du moment où ce que nous avions toujours défendu, ce que nous ne voudrions pas que ça ait droit de citer dans notre pays, certains continuent toujours par l'alimenter. On ne peut pas dire que non, c'est fini la presse de combat. C'est vrai. Entre-temps, c'est la question politique. Mais qui peut aujourd'hui être indifférent par rapport à certaines questions qui se posent dans notre pays? Quand on parle de la feuille de route, un journaliste ne va pas aller applaudir parce que, entre-temps, on est en train de malmener cette feuille de route. Il se doit de donner la voix, de critiquer, d'orienter les hommes politiques à se tenir scrupuleusement par rapport à ce que la feuille de route dit qu'ils ont dire que le journalisme de combat, ça date d'une autre époque. Je dis que c'est tout faux. Et le confrère Olivier Adja a dit aussi quelque chose que c'est vrai, nous-mêmes nous faisons la guerre, mais c'est tout à fait normal qu'on se fasse la guerre à partir du moment où certains journalistes arborent la tenue même politique. Certains journalistes même jouent le rôle de communicateurs de certaines chapelles politiques. Donc, quand les choses se présentent comme telles, on ne peut pas ne pas s'entendre sur le juste essentiel. Le juste essentiel, c'est de faire avancer notre métier, c'est de doter les journalistes du juste essentiel pour la professionnalisation de ce qu'ils font. Mais quand on voit tel journaliste, non, c'est les journalistes bleus, c'est les journalistes rouges, ça ne fait pas si bien. Moi, j'estime, Eric, que... Non, je n'ai pas encore dit. Oui, mais j'aimerais quand même rebondir sur un aspect. Je n'ai pas encore dit. Excusez-moi, Olivier, il a conclu, je vous donne la parole. Non, je vous en fais pas, nous avons encore le temps. Jouons notre rôle de journaliste et mieux on se porterait. Mais quand on fera le jeu des hommes politiques, ceux-ci se serviront de nous à des occasions ponctuelles et quand ils auront eu ce qu'ils veulent, mais nous deviendrons ce citron pressé qui ne sert plus à grand chose. Merci beaucoup, Chakala Aliro. Juste une précision, parce que je voulais qu'on parle de notre sujet. Oui, mais j'aimerais quand même mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire la différence entre le journaliste de combat
qui consiste à lutter pour peut-être que un régime en place ou un système politique disparaisse ou laisse place à un autre, et un journalisme civique qui dénonce les faits de société, qui est acteur donc de la société et qui relève les travers donc de la gouvernance. Moi, je crois que le journalisme de combat, c'est un mot donc que nous avons connu au Togo dans les années 90 avec et voilà, et chacun comprend ce que ça veut dire. Moi, je ne vais pas revenir sur la définition de ce mot-là. J'estime que chaque journaliste, surtout de la presse écrite, a une ligne éditoriale. Lorsque vous avez une ligne éditoriale, ça veut dire que vous vous positionnez soit au milieu, de gauche et de droite, je ne sais pas, mais ça existe. Donc, on ne nous dit pas que pour être un bon journaliste, il faut être de gauche, ou pour être un bon journaliste, il faut donc s'aligner. Oui, ou être de droite. Moi, je ne partage pas cette façon de voir, parce que la presse, son premier rôle et sa première mission, c'est d'abord de former, d'éduquer et de divertir. C'est ce que la définition du code nous donne. Je vais vous donner la parole à Ambroise. Je voudrais quand même préciser à nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur la 93.1 à Lomé, vous rappelez que nous sommes à Sokodé pour les journées portes ouvertes de la presse togolaise, organisées par le CONAP, le Conseil d'enfants de patrons de presse. Vous pouvez aussi, vous qui nous écoutez, même à travers le monde, sur le www.taxifm.tg, nous envoyer vos messages. Ce matin, on a de gros soucis liés donc à la connexion Internet à Sokodé. Bon, je ne sais pas, c'est toujours comme ça. Mais nous, on n'a pas tous les problèmes, toutes les choses comme ça. Mais vous pouvez nous envoyer vos messages sur le GSM, le 90 71 49 62, le 90 71 49 62. Juste un SMS sur les sujets que nous abordons. Nous choisirons les meilleurs et les lire à l'antenne, comme cet auditeur qui nous dit « Enfin, la liaison établie, bon séjour et bonne émission. À vous, courage à toute la population martyrisée de Sokodé. » Bon, je n'ai pas encore remarqué que le professeur m'a tiré ce matin, mais bon, moi, je aurai l'occasion de demander aux autorités de la ville de Sokodé. Oui, Ambroise. Oui, comme c'est moi qui ai sorti le mot combat, je sais ce que je mets dans le mot combat. Ça va expliquer nous très rapidement. La guerre contre la misère au Togo, c'est un combat. La lutte contre les violations massives des droits de l'homme, c'est un combat du journaliste. Je suis dedans et j'aborde cet habit-là. Parce que nous sommes lui-même qui le dit. Il est dans le combat. Il oublie ça. Il lutte. Alors, il lutte pour l'émancipation du peuple togolais. Il lutte contre la violation des droits de l'homme. Donc c'est un combat. C'est un combat. Bon, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ce que je sais, c'est que quand vous allez aux États-Unis actuellement, Donald Trump est combattu par des journaux. Ça, c'est clair. Les journaux veulent un petit titre de pouvoir. Donc, moi, c'est difficile pour moi de me retrancher dans un coin comme quoi certains sont gérés quand on parle de journée de combat. Les combats sont permanents. Merci beaucoup à toi, Ponjolo. Droits de l'homme et autres, on est dans le combat. Merci beaucoup. Le sujet lié donc à la presse, ce n'est pas terminé. Les auditeurs peuvent relancer le débat, nous interpeller sur ce sujet-là, on pourrait revenir à tout moment. Mais on va parler maintenant politique. C'est aussi un sujet qui passionne depuis des mois. Oui, ça divise, c'est vrai. Ailleurs, ça rassemble, quand on est du même bord, forcément. Vous savez que les législatives sont programmées sur le 20 décembre. Au niveau du gouvernement togolais, de la commission chargée d'organiser ce scrutin, et même de la Cour constitutionnelle, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour qu'on soit dans le délai. Alors, au niveau de l'opposition, on n'est pas d'accord, on estime qu'on est mis à la marge quand même de cette organisation. On veut non seulement boycotter le scrutin, mais tout faire pour que ce scrutin ne se tienne pas le 20 décembre prochain. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? On n'en sait pas trop. Mais depuis ce matin, la CEDEAO communique enfin sur la situation dans un message adressé donc aux acteurs. La commission de la CEDEAO écrit que depuis quelques jours, alors que la CEDEAO s'investit pleinement dans la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route, adoptée le 31 juillet à Lomé par la conférence des chefs d'État de gouvernement, eh bien, des propos et des écrits sont diffusés pour appeler à des initiatives susceptibles de créer le désordre
et de susciter la violence au Togo. De tels messages sont de nature à compromettre les efforts qui sont en cours pour mettre fin à la situation difficile que connaît le pays. Il accentue également l'inquiétude que la persistance de la crise se suscite chez les Togolais, les amis et les partenaires du Togo, c'est dire qu'ils vont à l'encontre des intérêts fondamentaux du peuple togolais et de la sous-région. Alors, à ce propos, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO voudraient rappeler qu'au paragraphe 39 et 40 de la feuille de route, à laquelle on souscrit tous les acteurs politiques, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné tout recours à la violence et appelé les acteurs politiques et la société civile à s'abstenir à toute circonstance d'actes et de propos susceptibles d'alimenter de nouvelles tensions et de compromettre les efforts. Quelque part, la CEDEAO dit « Voilà pourquoi les facilitateurs et la commission de la CEDEAO expriment leur totale désapprobation des propos et écrits surmentionnés. Au demeurant, ceux-ci vont à l'encontre de tout souci d'apaisement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a salué chez l'ensemble des acteurs politiques depuis le début de la facilitation entreprise par la CEDEAO. Aussi, les facilitateurs et la commission voudraient-ils à nouveau lancer un appel pressant à toutes les parties prenantes à la crise pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue, de la concertation pour résoudre leurs différends, de manière à promouvoir la culture de la paix dans leur pays pour le bien commun. Ils sollicitent en même temps la collaboration dans ce sens des responsables des organisations de la société civile et des médias, justement. Enfin, les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet 2018. Joseph Gadar, on sait que la coalition des 14 partis prédit un déluge à partir de demain jusqu'au 4 décembre prochain sur l'ensemble du territoire à travers une marche synchronisée. Alors, ce mot déluge a été prononcé, on se rend compte que ça a beaucoup de personnes en transe. Est-ce qu'il faut craindre le pire à partir de demain? On a écouté le ministre de la Sécurité, Yad Damran, sur le sujet. Non, je pense que étant un journaliste, non, pas un journaliste de combat, mais plutôt un journaliste citoyen, d'accord, tel que la CEDEAO nous le demande, j'aurais proposé que, en fait, moi, tel que, bon, la preuve c'est que tu as à ce côté, je vois que la situation va bien, tout le monde va à ses occupations, et j'espère que demain, la journée de demain serait aussi la même chose, calme, et que tout se passe dans de bonnes conditions. Je pense que la constitution togolaise reconnaît les marches. Les marches pacifiques. La loi de manifestation. Et je pense que cette fois-ci, le gouvernement ne serait pas surpris comme le 19 août, même si l'opposition promet le déluge. Bon, ce n'est plus aujourd'hui l'ouragan, c'est le déluge. Je pense qu'on peut avoir tous les mots possibles. Mais je pense que la CEDEAO est claire là-dessus. Aujourd'hui, dans les 15 pays de la CEDEAO, les chefs d'État, de gouvernement ne souhaitent plus avoir des pays dans lesquels il y a la violence. Vous savez que depuis un certain moment, il y a la montée des djihadistes, il y a la montée des terroristes. Juste quand nous prenons l'exemple du Burkina Faso, nous prenons l'exemple du Mali, nous avons vu des exemples de la Côte d'Ivoire, nous avons vu tout ce qui s'est passé économiquement. Comment est-ce que ces sorties ont agi économiquement sur ces pays? Alors qu'aujourd'hui, la CEDEAO s'efforce pour que dans la sous-région, l'économie soit plus consolidée. Donc, on ne souhaite plus avoir ce type de violence. Et vous avez remarqué que depuis cette crise, que ce soit le G5, que ce soit la CEDEAO, que ce soit certains présidents en Europe, que ce soit aux États-Unis, les gens ont toujours appelé l'opposition et le gouvernement à s'entendre pour pouvoir trouver une solution adéquate quand même à la situation togolaise. Et je pense qu'en tant que journaliste, nous sommes dans le CPO, on ne peut qu'aujourd'hui aussi interpeller et exhorter les acteurs politiques à aller tout droit à cette table de négociation. Je pense que c'est vrai. En même temps, des gens suffisamment négociés. Oui, on peut toujours continuer. Alors, des négociations, est sortie une feuille de route
Pour certains, on a du mal à mettre en œuvre. Pour d'autres, c'est l'opposition qui a aussi des problèmes à lire, à comprendre et à exécuter ce qui est mentionné dans la feuille de route. Vous parlez de la paix. Ah oui. Elle provient de quoi? Non, je pense que c'est du respect des lois. Du respect des lois. Je pense que c'est ici que nous, les journalistes, nous devons jouer aussi valablement notre rôle régalien. Tout à l'heure, j'ai un confrère tout à l'heure, quand parlant de journal de combat, dit non. Peut-être que... Vous voulez parler d'Ambroise? Non, je veux parler de Chakala qui disait... Sans le nommer. Oui, qui disait que non, que le journaliste doit aider les politiciens à respecter la feuille de route. Moi, je pense que ce n'est pas notre devoir d'aider les politiciens à respecter la feuille de route. Seule la CEDEAO, qui a quand même su proposer cette feuille de route, est capable de les réunir. Ouais, nous, ce que nous pouvons faire, c'est le journaliste, excusez-moi, mais le journaliste, il est dans la masse. Oui. Il observe. C'est une observation. Là, d'accord. Là où je voudrais venir, c'est que nous pouvons faire des analyses. Des analyses pas aussi passionnées, mais des critiques pour pouvoir aider la population à comprendre vraiment cette feuille de route. Oui, mais si on comprend, est-ce que dans l'exécution de la feuille de route ou d'une décision, on va droit dans le mur? Est-ce que cela est du ressort de journaliste de dire ou d'attirer l'attention des gens sur le fait que, écoutez, messieurs, mais nous allons droit dans le mur? Est-ce que le journaliste a le droit de le dire? Non, moi, c'est ce qu'il dit. Il dit, nous envoyons un message à la population. Et nous devons faire tout pour que la population soit éclairée, soit élucidée par rapport à ce qui se passe. Mais interpeller les acteurs politiques, je pense qu'on laisse quand même cette possibilité à la CEDEAO qui est là, qui joue le rôle du juge entre les deux acteurs. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que les journalistes prennent position. Alors, des fois, on ne s'achète pas à vouloir quand même donner de bons exemples ou bien des leçons, on risque quand même diriger en donnant des leçons. Bon, ce qu'on observe la plupart du temps, le journaliste, il y a les faits qui sont sacrés, ce qu'on dit aussi. On n'a pas dit qu'on ne fera pas de commentaires autour. Ah oui, c'est ce excusez-moi, non, c'est tout ce que j'avais parlé des analyses approfondies, pas la partie qui se passe. Mais, parce que moi, personnellement, ce n'est pas mon rôle de dire à un politicien ce qu'il doit faire, non. Merci beaucoup, Joseph Gada, le patron du journal Économie et Développement. Oui, Chakala Aliro, grand citoyen d'État, la situation telle que se présente aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir peur, tout en ayant bien sûr à l'esprit ce fameux 19 août 2017? Parce qu'on annonce Ouranga, on annonce Déluge. Oh, ça peut être le tsunami, ça peut être le cataclysme, ça dépend de ce que chacun met dans ce mot. Parce que vous avez écouté le communiqué de la CEDEAO qui renseigne suffisamment également sur cette peur ou ce souci ou le lendemain qui n'est pas éclairé. Non, on ne va pas avoir la langue de bois. La CEDEAO joue un rôle hypocrite. Ah oui. Parce qu'elle a manqué d'assurer le service après-vente. Qu'est-ce que la CEDEAO nous a vendu? C'est la feuille de route. Maintenant, l'exécution de cette feuille de route, est-ce que cette même CEDEAO vise à cette bonne exécution? C'est ça le problème. C'est pas parce que quelqu'un est sorti, parce que meurtri, parce que dépassé par l'ampleur des événements, dire que non, on promet le déluge sur le Togo, que la CEDEAO va se mouvoir. La CEDEAO est complice d'une situation que nous vivons. La CEDEAO, le 31 juillet, quand on a soumis cette feuille de route à tous les Togolais, les gens se sont frottés les mains que nous y sommes. Maintenant, nous tendons vers une sortie de crise. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO, qu'est-ce que cette feuille de route dit? Il faudrait que la gestion du processus se fasse de façon consensuelle. Maintenant que ça se fait de façon unilatérale par un clan, et cette CEDEAO observe, apprécie les choses à l'aise, mais les autres sont comme meurtris, les autres sont comme dépassés, et ils sont en droit de dire qu'ils feront tout pour arrêter le processus à partir du moment où la CEDEAO n'est pas capable de ramener ceux-là qui sont en train de mener une application biaisée de la feuille de route. Donc, je crois que c'est ça. On se met aujourd'hui parce que les gens ont promis d'arrêter un processus qui est bancal, un processus qui, au bout du fil, va créer plus de problèmes que n'en résoudra. Donc, vous voulez que les gens restent marbre, que les gens apprécient un seul bord mener le processus, alors que la feuille de route, c'est pas écrit en chinois et encore moins en japonais. C'est en français, les gens savent lire. Mais arrêtez ceux-là qui sont en train de mener la chose de façon unilatérale. Ramenez-les. On veut que tout se fasse
avec la C14. À partir du moment où cette C14 est mise en dehors d'une dynamique, il faudrait qu'elle aussi elle donne le temps. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. On se meut pourquoi? Il faut que cette... Mais nous connaissons l'histoire des manifestations publiques chez nous. Ah, mais vous savez, quand la C14 appelle à manifester ou la C13, comme certains vont non, c'est la C14. Non, attendez, parce qu'on a aussi remarqué qu'entre-temps, bon, quand la manifestation n'arrange pas le PNP de Titi et Kadam, ils ne s'associent pas. Aujourd'hui, c'est ce parti qui appelle à un déluge total. Vous savez, ce parti... Est-ce qu'on ne peut pas justifier l'affaire aujourd'hui? Non, ce parti, je n'en suis pas partisan, je n'en suis pas militant, mais ce parti a été d'une rare élégance. Quand la feuille de route leur a été soumise, ils faisaient toujours foi à cette feuille de route. Donnons une chance à ce que cette feuille de route se matérialise. Mais cette chance, ils ont attendu, mais cette chance s'est avérée quelque chose de négligé. Où nous avons pris depuis ce matin nos quartiers à l'occasion des journées portes ouvertes de la presse togolaise organisées par le Conseil national des patrons de presse CONAP. Vous écoutez Taxi FM à l'heure de Taxi Presse. Ambroise maintenant sur la situation politique de notre pays, les manifestations prévues par la coalition des 14 partis de l'opposition qui visiblement inquiète la CEDEAO qui appelle au calme. Non, ce n'est pas la CEDEAO qui a inquiété. C'est le pouvoir de Lomé qui a inquiété. C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses à leur place. C'est le pouvoir de Lomé plutôt qui a inquiété, pas la CEDEAO. Vous savez, ça fait 27 dialogues que le Togo est en train de faire. Le pouvoir de Lomé n'entend qu'un seul langage, le langage de la rue. Pour pouvoir entendre raison, c'est le langage de la rue. Et rappelez-vous que Tipi Achadam avait parlé de l'opération de la mer. Oui, bien sûr. Je vous dis que cette expression-là, ce que ça crée dans les milieux militaires et des forces de l'ordre, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ce droit à la mer? Et c'est le même parti qui revient maintenant à la charge pour dire qu'il y aurait un déluge. Vous savez, je ne veux pas être cet oiseau de mauvaise augure. Je sais que le déluge, il y en a eu au temps de Noé. Noé a tout fait pour quand même rassembler les gens pour pouvoir libérer ils sont 8. Oui, ça c'est l'illustration. Moi, je ne voudrais pas du noir pour mon Togo, pour le pays de Togo. Mais je voudrais que ceux qui sont au pouvoir entendent raison que le Togo appartient à nous tous, pas à eux seuls. Si les gens sont dans la rue pour invoquer le déluge, c'est parce qu'il y a un problème. Et c'est parce que il y a eu des discussions que les gens n'ont jamais voulu mettre en œuvre. L'accord politique global qui a été accepté par tous au temps de Blaise Compaoré, cet accord est rangé au tiroir. Les 22 engagements de l'Union européenne en 2004, c'est toujours rangé au tiroir. Recommandation de la CVJR. J'ai encore ce rapport de la CVJR dans mes tiroirs là-bas. Ils n'ont jamais dans vos tiroirs. Oui, moi je parle de tiroirs. De temps en temps, je les sors, je les lis. Et ils ne le lisent pas. Et ils n'ont pas la volonté de le lire pour les mettre en œuvre. Quand vous mettez les choses au tiroir, vous les ressortez, vous les réchauffez, vous les mettez en œuvre. Sauf que nos amis qui sont au pouvoir ne le font pas. Aujourd'hui, nous sommes au carrefour des crises. Et chaque entité a le droit de dire ce qu'il pense de ça. D'accord. La CEDEAO a émis une feuille de route. Et cette feuille de route, même un seul point de cette feuille de route n'a jamais été respecté. L'élection derrière laquelle le pouvoir court pour le 20 décembre, j'espère que la probabilité sera forte que cette élection soit reportée. C'est mon avis. Mais je dis, les réformes, les gens ont marché pour réclamer les réformes, pas les élections. Les élections, les Togolais en font tous les jours avec des fraudes, ça on le sait. Mais les gens ont marché pour avoir des réformes institutionnelles, les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles et électorales. Aucune de ces réformes n'a jamais été faite. Pourquoi les gens s'accoboutent à courir derrière une élection qui est déjà jouée d'avance? C'est là ma question. Bien. Alors, c'est vrai qu'on a écouté également la conférence des évêques également sur le sujet, où elle a été claire à peu près. Ça ne sert à rien d'aller à une élection
sans les réformes politiques. Il y a un auditeur qui nous dit, est-ce que la CEDEAO n'est pas aussi complice de ce problème togolais, comme le dit le journaliste, je pense qu'il fait allusion à Takala Alérou, car elle ne suit pas cette feuille de route. Olivier Adja, la question demeure l'organisation prochaine du scrutin, en tout cas la tenue le 20 décembre prochain. Est-ce qu'on ira à ces élections à voir l'allure des choses? Non, je crois que nous devons savoir raison garder. Vous savez, le prophète qui appelle de lui sur son pays n'est pas lui non plus épargné. Noé a été épargné. Oui, mais on n'est pas au temps de Noé. Ah, d'accord. Donc, il faut... Non. Quand vous donnez un exemple, je voudrais donner bien sûr, oui. Je comprends. On n'est pas au temps de Noé. On n'est pas au temps de Noé. Donc, il faut mettre l'accent sur le fait que les manifestations, elles sont autorisées par la République togolaise, par la Constitution. Donc, elles doivent avoir lieu et être encadrées par les forces de défense. Pour que ça ne déborde pas. Et que ça ne déborde pas. Mais les manifestations ne doivent pas être l'occasion donc de violence, de casse, parce que je crois que nous tous nous sommes embarqués dans un bateau qui est le Togo, et nous n'avons pas, à part le Togo, nous n'avons pas d'autres pays. Et je n'ai pas de pays, je n'ai qu'un seul pays que je veux donc protéger contre les violences, contre tout ce qui est mauvais. Mais je veux aussi que les choses aillent bien pour mon pays. Sur le plan politique surtout. Il faut lancer à chacun un appel pressant aux autorités togolaises afin que les réformes que moi j'estime qui sont le meilleur produit pour pouvoir guérir le mal togolais, que ces réformes soient réalisées et surtout soient bien réalisées. Il faut mettre l'accent sur le texte que l'expert constitutionnaliste sénégalais a proposé, quitte à l'améliorer parce qu'on parle de proposition, on ne parle pas d'imposition. Et surtout, même si c'est une imposition, ça doit suivre une procédure avant donc d'être transformé en loi de la République. Donc je crois que il faut que les deux camps s'asseyent encore pour se comprendre sur les textes. Maintenant, est-ce que les élections auront lieu? Le Togo n'a pas déterminé la date des élections. C'est la CEDEAO qui a déterminer la date des élections. Donc elle a aussi dit qu'il faut faire les réformes. Absolument. C'est la CEDEAO qui a aussi imposé les réformes. C'est la CEDEAO qui a recommandé donc, la feuille de route au Togo. Et c'est cette CEDEAO qui vient de se prononcer. Dans le récent communiqué de la CEDEAO, moi je m'attendais à ce que cette institution ou bien cette organisation se prononce sur le débat aujourd'hui qui a cours dans le processus. Le processus que la coalition exige, ou bien dont la coalition exige l'arrêt, et aussi donc la recomposition de la coalition. Pourquoi est-ce que finalement la CEDEAO a du mal à se prononcer désormais sur le problème togolais? Non, je crois que tu ne dis pas, non, je ne crois pas qu'ils ont la CEDEAO du mal, mais qui ne dit mot consent. Ah, d'accord. Bien sûr, ça veut dire que la CEDEAO aujourd'hui est d'accord par rapport à la conduite du processus tel qu'il est. Elle n'a pas dit le contraire dans son communiqué, par exemple. Alors que c'est le plus récent communiqué donc, que la CEDEAO a. Donc je crois que il faut arrêter la politique donc de passion. Sur les réseaux sociaux, où chaque jour, on nous dit que non, si on a convoqué celui-ci à Abuja, on a mis aux ordres celui-là, pour qu'il fasse ça. Mais la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur ces convocations-là. Moi, c'est à quoi je m'attendais. Donc, je crois que ceux qui ont boycotté ces élections risquent de se mordre les doigts. Très bien. Nous donnerons la parole tout à l'heure au public, ceux qui sont là, qui souhaiteraient prendre donc la parole, surtout aux élèves qui sont venus quand même assister à cette émission. Ben, pour certains qui le désirent, ils peuvent aussi prendre la parole pour se prononcer sur le cas de la presse togolaise et poser des questions s'ils veulent bien pour comprendre certains sujets. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, non seulement il y aura un déluge, c'est ce qu'il dit, non seulement il y aura un déluge, mais c'est le pire qui s'annonce avec les propos tenus de part et d'autre. Mais le peuple est déterminé à mort. Même vous, les journalistes, ça ne va pas dans vos émissions au boulot où il y aura plus de cadeaux. Le monde a changé et demain, on a les couleurs qui s'annoncent très graves. Je voudrais juste dire une chose par rapport à la CEDEAO. Ce que Tchakala avait dit par rapport au comportement de la CEDEAO, nous on avait déjà titré la semaine passée sur le comportement même du président guinéen. Les gens avaient voulu qu'on habille, qu'on maquille un peu ces chefs d'État là.
Mais la CEDEAO joue de l'hypocrisie. Et cette hypocrisie est notoire. Merci beaucoup. Notoirement remarquée par les acteurs politiques. Et c'est de bon droit que ces acteurs réagissent. Et c'est les manifestations qui doivent faire réveiller la CEDEAO de son lit. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il faut, qu'est-ce que je dois dire? Il faut bousculer la CEDEAO pour pouvoir faire mettre en œuvre la feuille de route. Je dis bien, aucun point de la feuille de route, sauf les élections. Et la date a été proposée par le pouvoir à la CEDEAO. Et la date n'est pas fétiche. La date du 20 décembre auquel les gens accrochent n'est pas du fétiche. La date peut être changée à tout moment, pourvu que les réformes soient faites. Merci beaucoup. On n'a pas fait les réformes, vous nous pouvez aller aux élections. Je vais donner la parole à Joseph Gada maintenant. Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, dire que la CEDEAO n'a rien fait. Parce que j'ai l'impression que dans les débats, aujourd'hui, on victimise la CEDEAO comme si aujourd'hui la CEDEAO est encore la source de tous les problèmes. Je dis non. Les acteurs politiques togolais sont vraiment têtus. Très, très têtus. Les acteurs de tout bord sont têtus. Et je dis ce que la CEDEAO endure avec ces acteurs, moi je ne voudrais même pas dans le place. Vous vous rappelez très bien que ce soit Paris 1. Ni le NEC n'ont jamais quitté la CENI parce qu'il faut que quelqu'un vienne les remplacer d'abord. Donc ils sont toujours à la CENI. Où sont ces remplaçants? Je vous dis. Oui, mais on est d'accord là-dessus? Oui, d'accord. Je vous dis qu'à Conakry, les gens ont juré aux facilitateurs au retour de Lomé, ils vont rejoindre la CENI. C'est ce qui a été fait. C'est pour cela que les facilitateurs ont fait pieds et mains pour pouvoir demander à Justice de faire tout pour pouvoir faire quitter son représentant à la CENI. Et ce qui a été fait. Mais pourquoi ce retour de Conakry jusqu'à présent, ça a été fait? Le 8e représentant de la C14 a été officiellement élu à l'Assemblée. Pourquoi jusqu'à présent la C14 ne rejoint pas la CENI? Ça, c'est un problème. Deuxième, aujourd'hui, c'est vrai, moi je dis il faut marcher. D'accord, reconnu par la Constitution. Mais quels sont les acquis de ces marches depuis le 19 jusqu'à présent? Je n'en vois pas. Les gens ont marché en septembre. Et le gouvernement a envoyé un projet de loi. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait de ce projet? Au-delà de ça, la feuille de route est là. Aujourd'hui, tout le monde dit non. C'est bon, que le gouvernement viole la feuille de route, c'est bien. Mais quand la feuille de route a été proposée, qui a été le premier quand même, je ne dis pas violé, mais le premier à contester cette feuille de route? C'est pas la C14? Non, c'est pas la C14. Je vais revenir encore pour dire, c'est à tout moment que vous voulez bloquer. Vous voulez bloquer à un certain moment, on arrivera là où nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comment c'est la question de dire, est-ce que la C14 a la politique, a les moyens de sa politique pour pouvoir bloquer le processus aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Si elle en trouve comme c'est la marche, je pense qu'on verra d'ici les 4 jours ce que les marches vont donner. Et on tirera la conclusion. Tchakala Alero, il y a un autre auditeur qui vous félicite quand même pour la tenue du débat. Enfin, le facilitateur ou les facilitateurs et la commission de la CEDEAO réaffirment leur ferme détermination à tout mettre en œuvre en vue de l'application de la feuille de route du 31 juillet 2018. Est-ce que ce n'est pas un élément important sur lequel également il va falloir s'intéresser? La CEDEAO nous dit aujourd'hui qu'elle mettra tout en œuvre pour que la feuille de route soit appliquée. Mais il y a un adage qui dit que quand on tire la barbichette, la bouche s'ouvre. Il a fallu que les gens sortent, promettent le déluge pour que la CEDEAO sortir un communiqué pour réaffirmer son engagement par rapport à la mise en œuvre scrupuleuse de la feuille de route. Vous comprenez que Joseph Gada dit que les acteurs politiques togolais sont très têtus, mais quand les gens sont têtus, il faut leur taper sur les doigts. Il faut leur taper sur les doigts parce qu'on a vu, c'est que la fermeté de la CEDEAO ne va pas être sélective. On a vu certains pays qui étaient tatillons, mais on a vu cette même CEDEAO taper. Retour à Sokodé où un taxi presse a pris ce quartier. Malheureusement, ceux qui nous écoutent ici ont des problèmes pour avoir le retour. Mais bon, on va y aller, nous autres. C'est vous qui avez la parole. Mais en temps, il y a quand même des messages qui continuent de nous parvenir.
il y a un auditeur qui nous dit, il pose une question, pourquoi le gouvernement ne veut pas mettre en œuvre la feuille de route de la CEDEAO? Les élections ne sont pas des solutions aux problèmes des Togolais. Depuis quand cesseront cette minorité le pillage de nos richesses? Je veux faire comprendre au gouvernement que ventre affamé n'a point d'oreille. Vous parlez de la CEDEAO. Non, je dis, mais il y a comme une certaine complaisance qui se fait sentir au niveau même des décisions que la CEDEAO prend. Le cas de certains pays n'avait pas atteint cette ampleur quand elle a daigné réagir pour ramener à l'ordre certains acteurs qui jouaient au trouble-fête. Mais au Togo, on a vu comment est-ce que cette feuille de route est en train d'être malmenée. Mais cette même CEDEAO se montre complaisante vis-à-vis de ces gens-là. Maintenant, on estime qu'il y a une certaine disposition sélective. C'est comme le Togo a un traitement spécial vu à quel rang, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les Togolais se sont lancés dans la rue pour réclamer les réformes et non les élections. Donc aujourd'hui, si on arrive à rendre opérationnelles toutes les réformes, je crois que c'est de façon normale que tous les acteurs iraient aux législatives. Donc maintenant, on a fait de cette date du 20 décembre comme si c'était une date d'anniversaire à laquelle on ne peut pas faire des mouvements autour. Mais c'est tout faux. Ce n'est pas une date qui doit être quelque chose de figé. Oui, on a dit que le 20, les Togolais doivent aller au législatif à condition que toutes les réformes se fassent. Mais à partir du moment où les réformes n'ont pas encore été faites, pourquoi s'en tenir à cette date-là? Et tenez-vous bien, certaines fois on dit que le Togo est souverain, que le Togo est libre et le Togo s'en tient à cette date. Si le Togo était tant souverain comme certains aiment à le fredonner, c'est maintenant de le montrer. À partir du moment où toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller, il appartenait au gouvernement de dire que non, vous nous avez fixé la date du 20. Mais au regard du retard accusé dans la mise en œuvre de cette feuille de route, nous ne pouvons pas répondre à ça. Et ça aura, c'est tout comme en Guinée-Bissau, ça aura le mérite. Non, mais comment les acteurs vont s'entendre à partir du moment où certains disent que non, il y a certains qui estiment qu'il faut aller au bout. Ils n'ont qu'une seule situation, le 20, le reste des réformes, ça ne les regarde pas. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Il y a quand même un auditeur qui nous dit ceci. Moi, je dis que la CEDEAO nous retourne l'argent du contribuable qu'on leur donne comme frais de mission. Elle a échoué à sa mission, nous dit donc l'auditeur. Olivier Adja, sur le sujet, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, je crois que nous avons la solution toute trouvée. Moi, j'estime que lorsque vous avez une crise, lorsque vous avez un problème et vous appelez un juge ou un arbitre à venir donc intervenir, c'est qu'il faut laisser la latitude au juge de faire son travail. D'accord? De toutes les façons, c'est nous qui l'avons appelé. Et lorsque la CEDEAO prend des décisions qui nous arrangent, vous allez voir, on applaudit sur les réseaux sociaux. On applaudit donc partout. Mais lorsque la CEDEAO prend des décisions qu'on estime qui ne va pas dans la direction voulue, et voilà, elle accueille des volets de bois vert. Je crois que le communiqué de la CEDEAO dit que la CEDEAO va mettre tout en œuvre pour que les réformes et la feuille de route soient mises en œuvre. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce que nous demandons aujourd'hui, les réformes, certainement le test de l'expert, la CEDEAO fera tout pour que ce test passe. Donc, est-ce que nous voulons d'autres tests que ça? Non. Nous voulons le test de l'expert, même si il va être amélioré. Maintenant, est-ce que nous voulons aller aux élections le 20 décembre? La même CEDEAO dit oui. Pourquoi la CEDEAO qui dit qu'elle mettra tout en œuvre pour que le test de l'expert soit exécuté, nous applaudissons. La CEDEAO qui a dit que le 20 décembre devons aller aux élections, nous lui jetons des pierres. C'est-à-dire c'est là un traitement qui est donc deux poids, deux mesures, et j'estime qu'il faut mettre l'intérêt égoïste de côté et mettre l'intérêt général du pays au-dessus de tous les intérêts. Et l'intérêt général, c'est que le pays soit pacifié, les réformes se fassent et que le Togo s'inscrive sur la voie de la démocratie. Aujourd'hui, c'est réel que lorsqu'on fera enfin les réformes, il va falloir réouvrir le processus électoral parce qu'il y a bon nombre de nos concitoyens qui n'ont quand même pas eu l'occasion de se faire enregistrer sur les listes électorales.
Et dans un tweet tout à l'heure, le confrère Loïc Lawson du journal Flambeau démocrate écrivait sur son compte Twitter justement que dans un nouveau communiqué en date du 26, la CEDEAO invite les acteurs politiques à s'abstenir de toute violence et des propos vont en guerre. Elle rappelle aux acteurs qu'elle mettra tout en œuvre pour que la feuille de route du 31 juillet soit respectée. Alors, lorsqu'on fera les réformes, il se passera quoi? On ira aux élections directement, mais dans ce cas, le pouvoir sera sur le carreau. Ambroise Konjo. Je pense que, en réalité, c'est que les réformes doivent être faites pour pouvoir aller aux élections. Si toutes les réformes ont été faites de façon consensuelle, je crois que la voie sera balisée pour aller aux élections, pas forcément le 20, mais peut-être l'année prochaine. Parce que il ne sert à rien de courir derrière une élection qui est mal préparée, dont on a enlevé des dizaines de milliers de mineurs. Quand Olivier parlait de la CEDEAO, et en même temps parlait du texte de Alioune Badara Fall, je crois que ces deux éléments-là ne résolvent pas en fait le problème togolais. Parce qu'il y a d'autres réformes qu'il faut faire. Le découpage même au Togo pose problème. Dans la Soli, vous allez voir 7000 quelque chose, voix, élus un député, et à Lomé 98 000 élus un député. Vous pensez que c'est sérieux? C'est du sérieux ça? Donc je crois fondamentalement que ces deux éléments-là ne sont que des éléments, des drapeaux qui sont brandis. Il va falloir aller au fond. Badara Fall, aujourd'hui, est reconnu comme étant un expert. Quand Badara Fall a fini son travail, Badara Fall a remis son travail à la CEDEAO. Le texte n'est plus de Badara Fall. Le texte est un texte de la CEDEAO. Et ça a été dit que le texte est un texte consensuel. À ce titre-là, je crois qu'il faille aller à l'adoption de ce texte à l'Assemblée. Que le gouvernement ait le courage de prendre le texte-là, de l'envoyer comme projet de loi à l'Assemblée pour le voter. Ça ne tue pas Van Singé, ça ne détruit pas ceux qui sont au gouvernement. Plutôt, c'est pour l'avenir de nos enfants que nous sommes en train de faire cette construction-là. S'ils sont dans le même sillage que nous qui sommes des journalistes et autres citoyens qui réagissent à travers les messages, je crois que fondamentalement, le problème est réglé. Et moi, j'ai toujours dit que le Togo n'a jamais eu un problème ethnique. Le gouvernement ou le pouvoir utilise la fibre ethnique pour nous diviser, pour nous cogner. Ça, on ne va pas l'accepter. Merci beaucoup à Ambroise Konjo. Alors, on a encore 5 petites minutes à passer ensemble. Il y a un auditeur qui nous dit pas de réforme, pas d'élection, à bas la dictature, vive le peuple souverain. C'est ce qu'il nous envoie comme message. Il y a un autre qui nous dit je pense que Tchakala a parfaitement raison. La CEDEAO est complice et hypocrite dans cette crise. Nous devons dire la vérité. Moi, ma question est de savoir quel sera l'avenir de notre pays si le régime organise les élections unilatéralement. C'est toute l'interrogation aujourd'hui. Si l'opposition, non seulement, enfin, on va tabler sur le boycott du scrutin de la C14. Si la C14 boycotte véritablement ce scrutin et que le scrutin a lieu, il se passera quoi, Joseph Gada? Non, mais à mon avis, je pense qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que le Togo n'est pas le seul pays à pouvoir organiser une élection dans ces contextes. Vous avez vu en Syrie, même en Syrie, en pleine guerre, il y a eu des élections qui ont été organisées. Mais la Syrie devenait toujours la Syrie. Non, je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est de faire tout. Moi, je dis la C14 doit participer à ces élections. Quel qu'en soit ce qu'on dit, la C14, il faut que la C14 participe quand même à ces élections. Aujourd'hui, elle n'a pas de carte, la C14. Oui, c'est là où je dis le dialogue devient toujours important. Lorsque deux acteurs n'arrivent pas à s'entendre, et c'est là où, moi je dis que c'est là où même l'échec même de la CEDEAO, c'est de ne pas arriver à mettre les deux acteurs autour d'une table pour que les deux acteurs s'entendent. Tout à l'heure, on donnait l'exemple de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la CEDEAO puisse quand même reporter les élections? C'est parce que les deux acteurs se sont entendus et le Premier ministre est allé voir le président en exercice de la CEDEAO pour que les élections soient reportées. C'est parce que les acteurs se sont entendus. Ici, les gens sont regardés en chef de faïence. Les gens ne veulent même pas se parler au moment du dialogue. Alors, comment se fait du tout pour vous entendre sur un point? C'est ça. Et puis moi, je dis, dans quel pays le gouvernement recule toujours devant les dictats de l'opposition? Ça n'existe pas. Le gouvernement avance toujours. Et puis, n'oubliez pas que ici, c'est un jeu politique. Dans un jeu politique, lorsque tu tournes ton dos, mais on ne s'est pas là-dessus. C'est pourquoi je dis,
La C14, j'ai posé la question de savoir, est-ce que la C14 pas aujourd'hui les moyens de sa politique de boycott? C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup, Joseph. C'est là maintenant. On a compris comme cela. Non, mais c'est que quand on voit un précipice devant soi et qu'on se précipite tout en souriant, on va aller tomber là-dedans et les dégâts se feront grands. Maintenant, les élections, on va aller. Les élections, le Togo en a connu, les présidentielles, les listes, on en a connu. Mais la crise est toujours là, à partir du moment où on mettra de côté les questions liées aux réformes. Les Togolais veulent les réformes. Les Togolais tiennent à ce que ces réformes-là se fassent. Et après, on va aller aux élections. Et maintenant, en lieu et place des réformes, on leur oppose une certaine situation liée à une date qui serait décidée par la CEDEAO le 20 décembre. Et nous-mêmes, on fait quoi? Est-ce que les conditions sont réunies? Depuis l'accord politique global, on a essayé de slalomer, on a essayé d'éviter l'essentiel, mais ça nous a toujours rattrapés. Une chose est d'aller aux élections. On ira à ces élections, mais sans la T14. Et maintenant, ça va résoudre quel problème? Le Togo va retrouver la plénitude de sa santé politique? Pas du tout. Donc, que le bon sens et la raison animent certains pour éviter ce qui se profile de désagréable à l'horizon. Je crois que on n'organise pas une élection par défi. On organise une élection pour rassembler certaines voix de toutes les filles et de tous les filles du pays. Mais quand on le fait par défi, parce que la T14 ne veut pas aller, nous on va aller, je crois qu'il y a quand même des situations à craindre devant. Merci beaucoup, Tchakala Alirou. Ambroise Konjo. Alors, demain, il se passe quoi après le scrutin? Après le scrutin? Non, moi je crois que ce scrutin-là même n'aura pas lieu. Parce que les éléments essentiels à se retrouver dans le scrutin pour sa crédibilité ne sont pas là. Et les Togolais, même le 20 décembre, c'est à quelques encablures des fêtes de fin d'année. Les gens courront pour aller chercher des habits, des chaussures pour leurs enfants, surtout qu'on n'a pas d'argent ces derniers temps. Et eux, ils vont chercher à donner des 5 kilos de riz, 5 000 francs et de l'huile aux pauvres paysans. Et après, ils repartent pour 1 an, 5 ans. Vous pensez que c'est ça qui va régler le problème togolais? Non. C'est-à-dire que les élections même n'aient pas lieu. C'est-à-dire que le problème, c'est ça. Faisons les réformes si nous sommes tous d'accord consensuellement que les réformes sont faites. Là, nous allons définir les règles d'aller aux élections transparentes et crédibles. Voilà, Ambroise Konjo. Oui, Olivier? Non, je crois que nous avons des protagonistes qui n'ont pas la même compréhension, qui n'ont pas les mêmes approches pour la résolution de la crise togolaise. Donc, si Ambroise nous dit donc que faisons ça, alors qui décide? Est-ce que ça se décrète où? Parce que nous croyons que nous avons fait appel à la CEDEAO qui est venue et ensemble, tous les acteurs ont applaudi à se rompre les phalanges. C'est une expression de mon ami Tchakala, il aime bien donc utiliser. Quand la feuille de route est sortie, donc cette feuille de route contenait les réformes, mais elle contenait aussi la date du 20. C'est-à-dire, donc si nous voulons les réformes, c'est bien, il faut les faire et bien les faire, je suis d'accord. Mais au même moment, il y a aussi le 20 décembre. C'est-à-dire que les gens veulent se prévaloir de leur propre député. Parce que les gens se sont rendus compte que, voilà, ils n'ont pas eu la force donc, de faire arrêter le processus. Le processus avance, alors ils sont hors de ce train. Donc, comment faire pour monter dans le train? C'est ça le problème. Mais je crois qu'il faut négocier. Il faut faire un effort pour discuter, pour que le conducteur du train qui est la CENI, arrêter le train et que nous montions. Mais si vous vous mettez sur les rails avec votre poitrine, je m'excuse, mais on risque d'assister à un drame. Non, le train a déjà démarré. Merci beaucoup, Olivier Adja. Il y a quelques messages très rapidement durant l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit: irons-nous aux élections sans réforme? Le gouvernement a toujours de la difficulté à mettre en application les recommandations depuis l'APG jusqu'à la feuille de route de la CEDEAO. Après avoir dit de faire les réformes, pourquoi ne les contraint pas à les appliquer? S'interroge donc l'auditeur. Un autre qui nous dit: si le 20 décembre n'est pas une date indicative selon Alpha Condé, il attend quoi pour décider?
s'il n'est pas complice. Je pense que la CEDEAO est une commission virtuelle, dit l'auditeur, et puis ce dernier message. Depuis des dates saillantes de l'histoire de notre pays, 1963, 1998, 2002, 2005, à qui la faute? Ce régime que l'auditeur qualifie de criminel, ça suffit. Nous, Togolais, conscients, prenons nos responsabilités pour démolir ce système, nous dit donc l'auditeur. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions programmées pour Taxi Presse de ce matin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, à Lomé un peu partout à travers le pays et dans la diaspora. Merci également à vous qui êtes ici. Merci à Olivier, à Dia, le patron de l'agent de presse à Free Presse. Ambroise Pondio, du journal des Guardians, Chakala Aliro, courrier de la République, et Joseph Gada, économie et développement. On vous retrouvera vendredi. Oui, on fait un coucou bien entendu à notre technicien. Merci à vous. Emmanuel Afanyagbe, merci également à Jack Professeur, à Sébastien Kelly qui sont à la régie centrale. Nous remercions donc le comité du CONAP, le Conseil national des patrons de presse, pour cette journée porte ouverte. Vendredi, la grande messe sera animée ici, toujours en direction de Lomé. Appelez-moi Saint-Rigator. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.